Vous avez une douleur qui perdure, qui prend des proportions absolument énormes. Peut-être que vous avez même reçu un diagnostic de fibromyalgie, alors que dans certains contextes, et c'est peut-être le vôtre, le diagnostic n'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être un autre diagnostic et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur l'onglet. Je donne des consultations en ligne, c'est vraiment très simple et ça fonctionne aussi très bien. Maintenant, la douleur qui prend des proportions absolument démesurées, on va parfois recevoir un diagnostic de fibromyalgie, on va parfois recevoir un autre diagnostic et parfois on n'en reçoit pas du tout. On se fait même parfois dire que bon, c'est un peu exagéré, c'est peut-être un peu dans votre tête, reposez-vous, diminuez votre stress, ça va passer. Or, il y a un diagnostic qui est bien défini, c'est l'algodystrophie, qui prend aussi plusieurs noms, qui prend des noms différents d'un endroit à l'autre sur la planète, mais même dans un même pays, on va utiliser d'autres diagnostics comme le syndrome épaule-main. Et il y a d'autres façons de nommer cette algodystrophie-là. Pour les besoins de la vidéo aujourd'hui, disons qu'on parle d'algodystrophie en gardant toujours en tête que c'est un synonyme d'autres diagnostics. Donc peut-être que vous êtes atteint ou atteinte d'algodystrophie et de ne pas recevoir ce diagnostic-là pourrait peut-être aussi, ou plutôt de le recevoir, pourrait peut-être orienter votre traitement pour vous soulager, pour régler le problème une fois pour toutes et le plus rapidement possible. Il y a deux types d'algodystrophie. D'abord, l'algodystrophie qui est associée à une lésion nerveuse. Donc, il y a un nerf, par exemple, près de votre cheville, qui a été abîmé, qui a été en partie sectionné, qui a été comprimé. Donc, il y a une blessure au nerf. Ça, c'est le premier type d'algodystrophie. Et il y a aussi les algodystrophies qui n'ont pas de blessure nerveuse physique. Donc, l'intégrité du nerf est relativement préservée. Donc, c'est les deux catégories différentes. Et là, peut-être que vous vous sentez interpellé par une catégorie ou une autre. Vous avez eu, par exemple, je ne sais pas, un accident de voiture avec plusieurs fractures, avec probablement des lésions nerveuses. Donc, vous seriez dans la première catégorie. Et dans l'autre catégorie, vous êtes tombé, par exemple, chez vous et vous êtes blessé au poignet. Et c'est une blessure relativement mineure. Vous aviez une petite douleur. Et là, la douleur prend des proportions vraiment énormes, alors que on peut penser qu'il n'y a pas eu de blessure au nerf. Donc, il y a deux grandes catégories et ça vous aide peut-être à mieux comprendre le mécanisme de blessure. Quels sont les symptômes de l'algodystrophie? Le premier symptôme, bien sûr, c'est la douleur et je dirais une douleur quand même assez intense qui est souvent complètement disproportionné en lien avec ce que vous allez faire. Donc, si vous avez un problème au pied ou au genou, vous allez placer le pied au sol et ça va être extrêmement douloureux. La même logique tient pour d'autres articulations, que ce soit le poignet, le coude ou l'épaule. Donc, ça, c'est une première caractéristique. On va voir aussi, dans pratiquement tous les cas, de l'édème, de l'enflure. Parfois, cette enflure-là, elle est vraiment, vraiment très, très prononcée et c'est un type d'édème vraiment très particulier. Donc, il y a de l'enflure et souvent beaucoup d'enflure dans un contexte d'algodystrophie. On va avoir aussi une différence de température au niveau de la peau. On va voir aussi une différence de coloration. La peau peut être plutôt bleutée, parfois plutôt rougeâtre, mais lorsqu'on va comparer la couleur de la peau entre le côté gauche, côté droit, on va se rendre compte clairement qu'il y a vraiment une grande, grande différence. Il y a aussi très souvent une différence dans la texture de la peau. On va souvent comparer la peau à la peau d'une orange, donc avec les petits picots, si je peux le dire comme ça. Donc, la texture de la peau aussi va être changée et la sensibilité de la peau va être modifiée. Mes patients vont souvent me dire, j'ai mal, je sais pas moi, au poignet, j'ai mal à la cheville. Et lorsqu'on va même effleurer la peau, ça leur fait mal de se chausser, de mettre, ne serait-ce que le toucher ou la pression d'un drap sur la peau leur fait mal. Donc ça, c'est assez caractéristique de l'algodystrophie. Et là, je fais une parenthèse, je suis en train d'énumérer un paquet de symptômes. Le but, c'est pas de vous faire peur. Vous pouvez avoir une algodystrophie et ne pas avoir tous ces symptômes-là. Donc, je vous donne vraiment l'éventail. Vous pouvez avoir un ou deux ou trois des symptômes que je vous présente en ce moment. On va avoir aussi une diminution de mobilité, peu importe l'articulation. Et cette diminution de mobilité-là tend à s'accroître avec le temps.
Un exemple, vous avez une entorse au niveau du poignet, une entorse qui vous cause un peu de douleur, un peu d'enflure, c'est normal, le ligament a été abîmé, il y a de l'enflure. Ça, c'est une réaction normale. Et au fil des semaines, vous vous rendez compte que l'enflure augmente, vous vous rendez compte que la douleur augmente, que la limitation de mobilité augmente. Et là, les symptômes que j'ai décrits, vous finissez par les reconnaître. Bien, ça, ce n'est plus caractéristique d'une entorse au poignet, c'est plutôt caractéristique de l'algodystrophie. Donc, c'est une amplification au fil des semaines, au fil des mois. Et il y a d'autres symptômes aussi qui sont associés à l'algodystrophie. Maintenant, l'évolution de ce problème-là, comment ça évolue? Bien, en général, ça évolue relativement graduellement et pas du bon côté. Souvent, la condition va se détériorer et je pense que c'est nécessaire d'avoir un suivi médical, d'avoir un suivi par un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre ce qui se passe et mettre vraiment un plan de traitement en action le plus rapidement possible. Les causes de l'algodystrophie, eh bien, elles sont mal comprises, elles sont parfois même inconnues. J'ai eu plusieurs patients pour lesquels on n'arrivait pas à comprendre pourquoi eux ou elles avaient une algodystrophie, par exemple, après avoir une fracture du tibia. Pourquoi ces personnes-là avaient finalement développé une algodystrophie, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Donc, bien souvent, on n'arrive pas à avoir une explication sur qu'est-ce qui cause l'algodystrophie d'une part. À travers les études scientifiques sur des populations entières, on n'arrive pas non plus à bien discerner les choses. On pense qu'il pourrait y avoir aussi des prédispositions psychologiques. Donc, si vous êtes plus à risque de dépression, si vous avez fait des dépressions, mais encore là, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est difficile d'avoir une généralisation dans ces explications-là. Quand on veut chercher la cause du problème pour une personne, on n'y arrive bien souvent pas. L'important, c'est de bien reconnaître l'algodystrophie et de traiter adéquatement ce problème-là. Les traitements, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez une algodystrophie? Peut-être que, en m'écoutant, vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là. Peut-être que vous ne reconnaissez pas complètement, mais vous avez l'impression que ça commence. Bien, c'est d'avoir un diagnostic le plus rapidement possible. Donc, parlez-en à votre médecin, parlez-en à un professionnel de la réadaptation et je vous dirais le plus tôt possible. Et le plus tôt on comprend, on croit voir une algodystrophie qui s'installe parce qu'au début, on n'est jamais vraiment certain, ça se fait graduellement, mais plus vite, on va pouvoir adopter un plan de traitement efficace. Donc, de consulter en amont, c'est vraiment très aidant. Et si vous consultez un peu plus tard, bien, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit, vraiment consulter. Ensuite, je vous dirais de régler les problèmes physiques. Si vous avez un problème à la cheville, au poignet, au coude, à l'épaule, à la hanche, peu importe, l'articulation, c'est d'essayer de régler les problèmes physiques, c'est-à-dire la limitation de mouvement, la force musculaire, l'équilibre, la coordination. Donc, d'essayer de régler les problèmes physiques, mais, et là le mais est important, graduellement. Plus on fait ça brusquement, plus on déclenche la douleur, plus on risque de tourner en rond et ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment fondamental de régler les problèmes physiques et j'ajouterais graduellement. Une autre piste de solution, c'est de consulter en psychothérapie. Là, souvent, lorsqu'on parle de ça aux patients, bien, les gens vont être un peu étonnés, ils se disent, ben là, j'ai pas un problème entre les deux oreilles, j'ai un problème à la cheville ou au poignet ou à une articulation. Souvenez-vous que la douleur, c'est perçu, analysé par le cerveau et c'est le cerveau aussi qui change vos mouvements, vos comportements en raison d'une douleur. Donc, il y a des thérapies cognitivo-comportementales qui fonctionnent bien en présence d'algodystrophie. Et l'idée, c'est pas de se culpabiliser en disant, bon, c'est un peu de ma faute, c'est entre mes oreilles. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de reprogrammer le cerveau pour arriver à s'éloigner un peu de cette douleur-là, qui est en fait, la douleur, c'est un système d'alarme. Et dans un contexte d'algodystrophie, bien, le système d'alarme, c'est un peu comme s'il était brisé. Donc, on veut calmer le système d'alarme et les psychothérapeutes sont assez bons pour faire ça. Donc, consultez en psychothérapie, consultez un psychologue. Peut-être que vous écoutez la vidéo et pour vous, c'est difficile d'avoir accès à un professionnel de la réadaptation ou à un psychologue ou à un psychothérapeute. Vous pourriez essayer les bains contrastes. Vous prenez 2 récipients et dans un récipient, vous placez de l'eau froide et dans l'autre, de l'eau chaude, pas trop chaude non plus quand même, il ne faut pas vous brûler. Donc, vous avez 2 récipients. Et vous plongez, par exemple, le poignet dans le récipient avec de l'eau froide au début, faites-le pendant 5, 6, 10 secondes et alternez comme ça avec la même durée de l'eau froide à l'eau chaude pendant 2-3 minutes. Faites un premier test pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça réagit bien? Est-ce que ça augmente votre douleur?
En général, ça n'augmente pas la douleur. Et moi, je vous conseille de refaire ça, mais de façon un peu plus prolongée, pendant 5 à 10 minutes, en alternant de l'eau froide à l'eau chaude et en terminant par l'eau froide. Et là, ensuite, les conseils que je vous donne, vous les adaptez à votre sensibilité, au fait que vous avez de la difficulté avec le froid ou avec le chaud. Mais vous pourriez mettre un peu de cube de glace dans le récipient d'eau froide et l'eau qui est un peu plus chaude, bien vous pourriez adapter la température pour que ce soit suffisamment chaud. Encore une fois, vous faites attention de ne pas vous brûler et souvenez-vous que le contraste du froid au chaud ou vice-versa, c'est assez saisissant. Donc, adaptez les températures de l'eau pour que ce soit quand même confortable. Et vous vous souvenez qu'en présence d'algodystrophie, il faut faire les choses graduellement, progressivement pour pas déclencher ce système d'alarme-là qui représente la douleur et qui est parfois un peu déréglé en présence d'algodystrophie. Si vous avez une plus grosse articulation, par exemple la cheville ou le genou, vous pourriez utiliser un bain, donc pour ce qui est de l'eau froide, et vous pourriez utiliser des compresses chaudes plutôt que d'avoir, évidemment, vous n'avez pas 2 bains, donc des compresses chaudes pour pouvoir alterner. Ça pourrait être une façon de contourner un petit peu la difficulté de faire des bains contrastes pour des plus grosses articulations. Un autre truc que je peux vous donner en présence d'algodystrophie, c'est de faire des micro-mouvements, de faire des tout petits mouvements. Par exemple, si on parle du poignet, alors si pour vous, je vais mettre ma main comme ça, si pour vous c'est difficile de faire ça, bien vous allez faire un petit mouvement, vous avez à peine vu le mouvement et vous revenez. Donc vous faites un petit mouvement et vous revenez. Si c'est difficile, vous pourriez mettre votre main sur une table et faire la même chose et d'utiliser l'autre main pour faire le mouvement. Donc, vous faites des petits mouvements. C'est la même logique avec toutes les articulations. Allez voir mes vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos pour chacune des articulations. Ça va vous donner des idées pour le type de mouvement que vous pouvez faire. Vous faites 5 mouvements, 10 mouvements, vous prenez une pause et graduellement, vous augmentez l'amplitude, graduellement, vous augmentez le nombre de mouvements et je vous souhaite de voir une amélioration vraiment progressive dans votre mobilité, ce qui vous aidera à récupérer. Un autre conseil que je vous donne, c'est de faire des mouvements fonctionnels. Donc, si vous avez de la difficulté à marcher, si vous avez de la difficulté à soulever un objet qui est lourd, je ne sais pas, que ce soit une assiette, que ce soit un sac, bien, faites ce mouvement-là en diminuant le poids, en diminuant l'amplitude articulaire. Si vous avez de la difficulté à prendre, je ne sais pas, je donne l'exemple d'une assiette dans une armoire, mais faites le même mouvement en plaçant l'assiette un peu plus bas, en prenant une assiette un peu plus petite, jusqu'à ce que vous arriviez à faire le même mouvement, mais en diminuant le niveau de difficulté et graduellement vous augmentez le niveau de difficulté. Ça peut être aussi une façon, là aussi, de déjouer ce système d'alarme-là qui est déréglé, qui représente la douleur. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les informations étaient claires. Je fais ça pour vous, donc j'aimerais bien que vous commentiez ma vidéo, que vous me disiez ce que vous en pensez et surtout, faites-moi des propositions pour des sujets de nouvelles vidéos. J'adore vous lire. Je tiens compte vraiment beaucoup de vos commentaires. Si vous voulez plus d'informations, visitez mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le faire et je suis toujours heureux de voir l'achalandage sur mon site web. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.